Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois. Mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. C'est la deuxième heure de l'after. Jusqu'à minuit, les drôles de dames sont là pour cette semaine qui se prépare. Nous aurons Liverpool-Roma, nous aurons Bayern-Real, nous aurons Caen-Toulouse également, match en retard de Ligue 1, à ne pas oublier cette semaine. L'after sera là pour revenir sur toutes ces rencontres. Oui, bien sûr. Très beau retour dans l'émission, Daniel. Avec donc Daniel Riolo, Pierre Ducrot et nos drôles de dames. Simone Rovera pour l'Italie. Ciao, buonasera, bonsoir. Fred Hermel en Espagne. Salut Fred. Hola chicos. Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe. Présent, professeur Tour. Et David Lorto, n'exagérons rien. Salut David. Allô Fred, salut Jean-Louis, salut à tous. David va s'intéresser au poste de gardien de but au Bayern et en sélection allemande. Simone va s'intéresser à Allegri. Fred Hermel va placer Iniesta dans l'histoire du foot espagnol. Et Philippe Auclair commence tout de suite par le banc de touche d'Arsenal. La saison pour Guardiola sera un échec. Mais mon avis tranché, c'est que même si c'est un échec, ça ne veut pas dire qu'il aura échoué. Et j'avais raison. Oui, enfin c'est pas vraiment un échec. J'ai pas vraiment compris. Mais c'était l'année dernière, ça. Ah, c'est ça. Je crois que c'était un montage moi-même. Mais non, c'était l'année dernière. Donc la tu avais saison sera raison, un échec, effectivement. mais il n'aura pas échoué. Eh oui, puisqu'il a réussi. Parce qu'il aura construit, voilà, etc. Ça. Alors Philippe, donc. On parle pas de Guardiola du tout. On parle de Wenger. On parle pas de Pep, on parle de Pepsi Light. Luis Enrique. Parce que là, il est maintenant Qui coté à comme ça 2 contre 1 par les bookmakers britanniques pour prendre la succession d'Arsenal. Et je suis consterné. Donc pour une fois j'ai un avis vraiment tranché. D'habitude j'essaie de faire un peu nuancé, mais là franchement... Mais alors attends, juste avant l'avis, pourquoi tu es consterné? Juste sur les infos, hormis les bookmakers, ça te paraît solide, crédible? J'espère que non. Oui, je prie que non. Je suis à en un ce moment, moment Luis Enrique, il était à 90% au PSG, hein, donc tu peux te sauver encore. Oui. Alors, il était aussi très proche du Chelsea selon certaines proches d'Antonio Conte. C'est vrai aussi. Ah bah, décidément, en ce moment, ça part dans tous les sens. On parle aussi de Mikel Arteta, qui est... Ça dépend un petit peu de qui téléphone aux journalistes qui font les infos, entre guillemets, qui ne sont pas des infos mais des rumeurs. Mais dans ce cas-là, ça fait quand même un petit bout de temps que ça circule. Et le fait que le directeur sportif d'Arsenal soit désormais l'ancien directeur sportif du Barça, fait que je pense beaucoup de gens s'imaginent que ces rumeurs dans le cas de Luis Enrique sont plus solides que d'autres. Voilà. D'accord. Alors pourquoi tu es consterné? Je suis consterné parce que pour moi c'est un petit peu... J'ai du mal à comprendre le mythe Luis Enrique. Je peux me tromper et je suis ravi que Fred et Simone soient avec moi, avec nous ce soir. J'ai quant à moi souvenir que le passage à la Roma a été une catastrophe. C'était une Roma compliquée. Lui n'a rien fait pour aider. Bon, sa personnalité ne marchait pas avec la Roma de l'époque et dans les jeux n'était pas extraordinaire, c'est sûr. Je peux te garantir également que la situation d'Arsenal n'est pas extraordinairement simple à gérer. Ensuite, il était passé au Celta de Vigo où il avait été. C'est pas mal. Ok. On va dire il était ok. Hein, il avait terminé 9e. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je me souviens aussi au Barça des problèmes de vestiaire mais colossaux qu'il y avait eu pendant son passage. Tout simplement, au bout de 6 mois, après une défaite à Saint-Sébastien où Messi était resté sur le banc parce que Luis Enrique lui avait laissé plus de jours de vacances, il est arrivé d'Argentine 2 jours avant, donc logiquement il était sur le banc. Le Barça perd. À la fin du match, le président Bartomeu descend, va voir Messi, dit: est-ce que tu veux que je vire Luis Enrique? Et l'autre dit: non, mais il faut pas qu'il m'embête. Et donc finalement il y a une sorte d'autogestion et il gagne la ligue de gestion interne du vestiaire où Luis Enrique ne parlait souvent qu'à travers son adjoint et finalement il gagne quand même la Ligue des Champions, hein, donc c'est pas... Mais c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal. Il a été à un oui ou un non de Messi de quitter le Barça au bout de 6 mois. Et je pense qu'on peut également se souvenir que, je peux me tromper, mais qu'il prend également l'une des plus grosses claques de l'histoire du Barça en Ligue des Champions face à un club que vous connaissez bien. Et que bon, ensuite, il se passe d'autres choses. Mais c'est assez étonnant de voir un entraîneur qui a 0 expérience de la Première Ligue en plus, être ainsi placé en pole position. J'avoue que je comprends absolument pas. Et j'ai un petit peu, je crains. Franchement. Mais est-ce que tu crois que les dirigeants, par rapport à ce qu'ils viennent
de vivre donc avec Wenger, qui était également manager. Et le souci qu'ont toujours eu les dirigeants de faire attention évidemment à l'économie du club. Oui. Est-ce que tu crois qu'ils peuvent aller sur un profil aussi particulier, aussi pointu? Bonne question. Je suis pas certain. Moi, ça m'étonne un petit peu, mais moi, sachant que, alors c'est vrai que je suis peut-être un petit peu brouillé parce que je crois savoir que Ancelotti va retourner en Première Ligue, qu'il le veut profondément, et qu'en Première Ligue, à part Chelsea. Il voulait Paris, mais il serait ravi de rester en Europe, donc en Première Ligue. Donc en Première Ligue, donc il n'y a que Londres, il n'y a que Chelsea et Arsenal. Ouais. Ou Tottenham si jamais Pochettino part. J'ai pas l'impression. Il va pas prendre Tottenham, c'est pas. Non, je crois pas. Je pense Chelsea. C'est pas Chelsea, mais Pochettino, il va aller où? Non. Moi, je te dis que même Londres lui plaît tellement. Il y a deux fauteuils là, on sait libre maintenant. Arsenal, Chelsea. Bien sûr. Et Ancelotti va en prendre un des deux. Voilà, à mon sens. Ok. Oui. Ok. Tu serais moins consterné là d'un coup, Philippe? Je serais beaucoup moins consterné. On serait tous ravis de retrouver notre Carlo Nacional qu'on a adoré quand il était passé à Chelsea, qui a laissé d'excellents souvenirs, et pas seulement aux fans de Chelsea. Il a laissé d'excellents souvenirs dans le championnat d'Angleterre tout entier. Mais c'est vrai que, quand tu as eu ce choix est colossal, Daniel, parce que. Mais bien sûr, parce que lui, il faisait manager et tout. Ancelotti, il va lui falloir un directeur sportif. Oui. Non, mais absolument. Et Ancelotti, lui, il a l'habitude de travailler dans ce type de situation. Je veux dire, il a travaillé avec Berlusconi, il a travaillé avec Abramovich. Alors arrête. Et il a travaillé avec Florentino Pérez. Et avec Florentino Pérez et avec le PSG. Donc il a de l'expérience dans ce domaine. Mais le choix de manager, rarement un choix de manager, à mon avis, aura une telle influence sur la stratégie à long terme ou sera indicatif de la stratégie du club, voire même s'il y a une stratégie ou pas. Parce que tu peux en effet choisir un manager jeune, faire un pari, te dire bon ok, comme va le faire le club qui prendra Thomas Tuchel. Tuchel, tu prends pas un entraîneur comme ça sur 1 an ou 2 ans. C'est un projet, tu construis un projet de jeu et un projet d'équipe. Si tu prends un Carlo Ancelotti, tu sais que tu choisis la sécurité, tu choisis un sage du football et quelqu'un qui peut t'apporter des résultats en très peu de temps et te stabiliser la maison. Tu prends Luis Enrique, oui absolument. Tu prends Luis Enrique, pour moi ça serait catastrophique. C'est comme c'est une pièce de puzzle qui n'est pas coupée de la bonne façon. Non mais surtout Philippe, est-ce que lui ça n'a jamais été un manager, c'est un pur entraîneur. Mais c'est-à-dire que peut-être qu'il voudrait ça. Si tu veux justement, c'est ça le fait que Wenger était très frustré ces dernières années de devoir travailler avec une équipe beaucoup plus importante qui lui avait été imposée que ce qu'il faisait auparavant quand il prenait quasiment les décisions tout seul ou avec David Dean, etc. Là, il y a maintenant une structure en place qui est plus complexe. Où il y a des analystes, des consultants, des ceci, des cela, des agences extérieures. C'est beaucoup plus compliqué pour prendre les décisions, mais c'est un système de fonctionnement, parfois qui est répliqué dans beaucoup d'autres clubs contemporains. Wenger, ça ne lui allait pas du tout, et c'est quelque chose qui était contre sa façon de percevoir son métier d'entraîneur. Le prochain, il se peut qu'on cherche quelqu'un, en effet, comme tu disais, Daniel, qui soit plus souple. Qui soit plus un coach, qui soit là pour gérer l'équipe et seulement l'équipe, plutôt que Wenger, l'homme qui choisissait la couleur de la moquette, la forme des comment on appelle ça, des bandes touches. Non, c'est mon anglais. Par moments, c'est terrible. C'est des guêtres que l'on met par-dessus les chaussures quand on va dans le vestiaire. Il avait également dessiné ça, les petites cuillères, etc. Et il est possible qu'il cherche quelqu'un qui soit pas aussi un maniaque du micro-détail que Arsène pouvait l'être. Et peut l'être, parce qu'il n'a pas changé. Et il ne changera pas. Mais encore une fois, là, mon coup de gueule, mon avis tranché, c'était le fait que, attention, ce choix-là, il est absolument crucial. Et ce qui m'étonne un petit peu, c'est que justement, on ne se tourne pas vers un entraîneur qui, comme un Ancelotti, voire autre entraîneur que moi j'aime énormément et qui, à mon avis, serait très bien, au moins pour faire une transition, Lucien Favre, des entraîneurs qui sont safe, en quelque sorte, qui trop risqué pour toi. Qui soient en accord avec les traditions d'Arsenal, traditions wengeriennes d'Arsenal, mais qui soient également peut-être des choix plus raisonnables que celui d'un Enrique. Pas mal de choses dans l'actu en plus de ton avis tranché chez toi, Philippe. Donc on va essayer d'être synthétique, simple et concis, et basique. L'ambiance donc à Arsenal autour de ce match, c'est un peu particulier du coup, non? Ouais, bizarre parce que en fait c'est pas un match d'adieu.
Donc je pense que le public ne sait pas très bien comment se comporter parce que les matchs d'adieu. Ah non, parce qu'il y a un adieu qui pourrait être beaucoup plus fantastique. Exactement. Il manque un truc au palmarès d'Arsenal de Wenger, c'est une Coupe d'Europe. Oui. Il y a eu 2 finales de défaites. La finale perdue contre Galatasaray en Coupe de l'UEFA, la finale de Ligue des Champions perdue contre Barcelone. En plus, les deux, je trouve, avaient été des défaites un peu qui avait laissé un peu sale, quoi. Avec un vieux goût pourri dans la bouche quand même. Mais juste, les supporters, ils sont pas un peu les fesses entre deux chaises là? Parce que ils réclament le départ de Wenger depuis des années, et en même temps, il a révolutionné le club, donc. Oui, et puis surtout, ils se demandent mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et les jeunes supporters n'ont jamais connu d'autre entraîneur que Arsène Wenger. Donc ça fait drôle, tu perds papa quand même, hein. Tu perds la figure du père. On ne sait pas ce qui va se passer. Le timing de l'annonce a surpris absolument tout le monde, et je dis bien absolument tout le monde, y compris beaucoup de gens qui sont très proches ou qu'on dit très proches d'Arsène Wenger. Et tu avais une ambiance très particulière. Toutes les places n'étaient pas prises. Il y a l'Atlético qui arrive, et puis il y a un dernier match qui sera contre Burnley, l'avant-dernière journée du championnat, qui là sera le match des vrais adieux à l'Emirates. Donc l'ambiance n'était pas, franchement, pas génial. Liverpool, qu'est-ce qu'on en dit à la veille de la demi-finale de Ligue des Champions? Ils avaient fait tourner là ce week-end. Oui, je crois qu'il y avait 6 joueurs qui n'ont pas joué et qui joueront, et pas des moindres. Liverpool a fait son boulot tranquillement avec une équipe bis et est tombé sur une équipe de West Brom qui est déjà condamnée à la presque mathématiquement condamnée à la descente, et qui joue avec beaucoup de liberté sous son nouvel entraîneur Darren Moore, et qui est revenu en toute fin de match. Absolument aucun enseignement à tirer pour le match contre la Roma de ce 2-2 contre West Brom, si ce n'est le fait que Liverpool, et c'est une très bonne chose, sera au grand complet. Oui, avec Salah qui a été élu joueur de grand complet. Quelques nouvelles de Mohamed El Neni, qu'on craignait être victoire. On revient à Arsenal. Ouais, mais qu'on craignait, parce que on va venir à Salah. Coéquipier de Mohamed Salah, le deuxième joueur le plus important de l'équipe d'Égypte. On se disait c'est pas possible, il s'est cassé la jambe juste avant le mondial. Non, apparemment c'est juste un problème ligamentaire. Il devrait pouvoir participer à la Coupe du Monde avec l'Égypte, ce qui est une excellente nouvelle pour les Pharaons. Ok. Et donc Salah, joueur de l'année, pas très surprenant. Enfin, il y a la concurrence. Il y avait lui et il est joueur de l'année des joueurs. On va voir ce que ça va donner pour l'équivalent du Ballon d'Or, puisque celui qui est le prix choisi par les journalistes. On en parle beaucoup entre nous, et on est franchement très divisé. Il y a vraiment les De Bruyniens et les Saliens. Et dis donc, est-ce que c'est arrivé souvent que le meilleur joueur de la PL ne soit pas dans le club champion? C'est arrivé quelques fois. Ça doit pas être la règle, hein, quand même. Non, mais tu as eu David Ginola par exemple l'a été. Scott Parker de manière incroyable l'a été, parce que son club avait été relégué cette saison-là. C'est arrivé de temps à autre, mais généralement ça va aux meilleurs joueurs de la meilleure équipe. Donc, ce qui dans ce cas-là serait évidemment Kevin De Bruyne. Non, c'est vrai, le débat a été entre Salah et De Bruyne. On a eu 2 mecs qui ont fait 2 saisons de fou. Oui, absolument. Après, savoir qui est le meilleur footballeur des deux, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Le plus complet. Je sais pas, mais si, le plus complet, moi je sais, c'est Kevin De Bruyne. C'est le même poste. Ouais, je sais pas. Le footballeur le plus complet. Salah m'a beaucoup épaté cette année, mais c'est 2 postes différents. C'est 2 postes différents. Non, mais est-ce que t'es un meilleur footballeur quand t'es au milieu, quand t'es devant, enfin tu vois. Le footballeur le plus complet qui peut jouer 6 avec le ballon, il fait un peu ce qu'il veut aussi quand même. Il est habile quand même, le mec. Après, il y a 2 ans, je suis pas sûr qu'on aurait dit qu'il ne jouait pas au même poste. Il y a 2-3 ans. Oui, c'est vrai. De Bruyne a reculé. Si tu penses comment ils ont évolué, c'est extraordinaire. Est-ce qu'après, de façon peut-être inconsciente, indirecte, dans ce qui doit être un vote sur les performances en championnat, la Ligue des Champions n'a pas joué un peu? Si. C'est possible, sauf je pense que oui quand même. Parce que tu les vois les matchs. Parce que ce que Salah a fait, en plus c'était un Liverpool City, et Salah est sorti vainqueur de la double confrontation. Est-ce que ça n'a pas influencé un peu? Un petit peu, mais cela dit, le vote des footballeurs est exprimé beaucoup plus tôt. Et je suis certain qu'il y a beaucoup qui auront
envoyer ils ont voté beaucoup plutôt que. Avant le quart de finale. Absolument. Eh ben, ils les font voter quand? Ils vont les faire voter à la mi-saison aussi. Ah, écoute, autrefois, le joueur de l'année de la PFA était annoncé encore plus tôt que cela. Il votait au mois de mars. Ouais, non, mais ça marche un peu partout pareil. Non, mais ça marche un peu partout pareil, Daniel. C'est vrai que pour récolter tous les votes dans chaque vestiaire, il y a des papiers qui passent. Non, mais ça rime à rien. Ça rime à rien. Oui, le mec qui fait les 10 dernières journées et qui est en fusion. Et puis les papiers, c'est fini ça. Maintenant, tu leur remets un téléphone, ils votent par téléphone et c'est réglé, tu vois. Il n'y a pas à les recueillir dans chaque club. Jean-Louis, je peux te garantir que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Voyons comment ça se passe de l'intérieur pour le vote du footballeur de l'année. Je vois comment ça se passe de l'intérieur, je peux te dire que c'est compliqué. Et par contre, là, le vote du footballeur de l'année, ça se conclut à la fin du mois d'avril. Moi, je pense que ça marche encore sur des votes qui sont recueillis dans le vestiaire et qui sont renvoyés. Il faut dépoussiérer tout ça. Ouais, c'est possible. Mais c'est vrai que des fois, il te manque 2 mois et demi, 3 mois de compétition. Voilà pour l'Angleterre, messieurs. On passe à l'Espagne dans un instant avec l'avis tranché de Fred Hermel qui concerne Andrés Iniesta. Restez avec nous, c'est l'after sur RMC, à tout de suite.